Alors mesdames, messieurs, retour sur ce plateau de Enjeux qui est consacré donc à l'intégration sous-régionale, à l'immigration au Gabon. On va essayer de parler dans cette partie-là, monsieur l'ambassadeur, de l'intégration sous-régionale. C'est vrai qu'il y a des lois quand même au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la libre circulation. Est-ce que vous pensez quand même que cela pourrait être effectif? Lorsqu'un Camerounais ou un Tchadien ou un Centrafricain se déplace à un Congolais, il n'y a pas de problème, mais au niveau du Gabon, la Guinée équatoriale, c'est encore fermé. Nous n'avons pas le choix, il faut que nous y arrivons parce qu'il y va de la survie de toute la sous-région. Dans les fonctions que j'ai l'honneur d'occuper en ce moment, on le sent, on le voit tous les jours. Nos grands partenaires, les grands pays, s'adressent plus aux groupes qu'à des pays individuels, tant sur les accords de coopération que les accords économiques divers. Notre sous-région est à la remorque. Les autres sous-régions ont considérablement avancé. Il est besoin de vision, d'ambition politique déterminée pour y arriver. C'est sûr que pour l'instant, il y a beaucoup de difficultés, on le voit, il y a beaucoup de manquements, on le voit. Le passeport CEMAC, bon, il est encore à l'étude, il est encore utilisé que par certains. La libre circulation n'est pas effective, l'harmonisation des tarifs douaniers dans la sous-région n'est pas encore complète et effective. Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut regarder et faciliter. Tout à l'heure, on parlait des flux de population, de migration autour des frontières et les problèmes que ça pose. Il faut que nos pays arrivent à s'entendre. Vous vous souvenez de la décision qui avait été faite de faire RCMAC. Ça ne s'est pas fait. Un projet mort parce que certains pays ont lancé leur pavillon à eux. Le problème qui s'est posé avec la Banque des valeurs immobilières de Libreville et une autre qui s'est faite au niveau de Douala, une qui faisait compétition, ou qui fait compétition à celle de Libreville. Il y a une décision politique qui a été prise et puis après une décision du terrain qui n'est pas en adéquation avec la décision politique. Nous faisons face à ce genre de difficultés. Il y a beaucoup de... Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours des compétitions entre nations. Ça a toujours existé, mais ça ne devrait pas se faire dans notre sous-région parce qu'il en va de notre survie, la survie de la sous-région. Quand vous regardez aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous voyez ce qui se passe entre le Rwanda, le Kenya ou l'Ouganda, par exemple. C'est un groupe assez dynamique, très dynamique, qui devient très, très positif. Et sur un plan, par exemple, de la téléphonie mobile, ces pays ont imposé aux opérateurs d'avoir le même tarif sur les trois pays. Et c'est à l'avantage des populations, c'est à l'avantage des opérateurs économiques. Dans notre sous-région, on n'arrive pas à faire ça. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Une harmonisation et une vue d'ensemble. Comment pouvez-vous expliquer que vous avez, par exemple, une raffinerie au Gabon, une raffinerie au Cameroun, une raffinerie au Congo, au Tchad, et les pays se font comme le candidat Ali Bongo l'a expliqué, ce qui peut permettre cette intégration économique d'abord, ce serait de vraiment travailler sur les infrastructures, de pouvoir partir de Libreville à Douala, à Yaoundé, sans problème avec des infrastructures. Il faudrait commencer par une professeur Mabundu. Et ensuite, par exemple, du Gabon au Congo. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'avancées. Par exemple, la fibre optique, je pense qu'il ne reste plus qu'à peu près 60 km pour que le Congo et le Gabon soient reliés. Je ne suis pas sûr des chiffres, mais nous sommes à peu près là. Je comprends ce que vous voulez dire. Je vais poser la question à professeur Mabundu. Commencez par quoi? L'intégration sociale. Moi, j'aimerais dire d'abord une chose. La question de l'intégration ne doit pas rester une question des chefs d'État ou des gouvernements. La question de l'intégration de la sous-région doit être une question des peuples de la sous-région. Il y a un ensemble de textes qui sont pris dans le cadre de la sous-région qui, de mon point de vue, doivent passer par des référendums. Parce qu'il faudrait faire en sorte que les peuples du Gabon, que les peuples du Congo, que les peuples du Tchad, du Cameroun, la Guinée équatoriale, etc., s'approprient les décisions qui ont été prises au plus haut sommet. Parce que sinon, ça pose de véritables problèmes. C'est de cette façon, de mon point de vue, que nous allons construire une véritable région intégrée. Si les peuples ne se sentent pas concernés par cela, eh bien, toutes les décisions qui vont être prises, ils vont avoir l'impression que, évidemment, nous sommes dans une compétition, que ce n'est pas de notre intérêt d'aller dans ce sens-là. Nous n'avons qu'à prendre simplement la question du passeport, CEMAC. Nous n'avons qu'à prendre simplement la question de la libre circulation des biens et des personnes. Donc je crois que c'est vrai, on peut commencer par l'intégration
par construire des infrastructures routières, etc. Mais ça ne va pas régler la question. Parce que à chaque poste frontière, nous allons toujours avoir des barrières. Donc il faudrait que l'ensemble des décisions qui sont prises dans le cadre de la CEMAC puissent être appuyées par les populations. Premier point. Le deuxième point, il faudrait vraiment qu'on se donne les moyens. Or, il me semble parfois que nos structures sous-régionales souffrent également de moyens pour mener leur politique. Il y a quelques années, la sous-région s'est engagée dans un programme d'infrastructure énergétique. Ce programme n'a pas abouti. Ce programme n'a pas abouti parce que nous ne nous sommes pas donné les moyens. Auguste et Sono, est-ce que l'Afrique centrale ne souffre pas de la richesse des États qui la composent? Parce que quand on voit par exemple l'Afrique de l'Ouest, on voit bien qu'il y a quand même des pays qui tirent les autres parce qu'ils sont plus importants économiquement, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres. Mais lorsqu'on voit l'Afrique centrale, plus ou moins chacun se suffit. Je commencerai par dire que ce qu'affirmait M. Moussa tout à l'heure est complètement idéologique. Parce que on ne peut pas faire l'intégration sous-régionale en ne s'en remettant pas au peuple, comme dit M. Wenceslas. Mais il faut aller plus loin. L'intégration doit d'abord être culturelle. Parce que même lorsqu'on dit les peuples, là il fait allusion, il parle de la souveraineté des peuples. La décision que les peuples doivent avoir, n'est-ce pas, à orienter, à diriger la politique sous-régionale. Mais je pense que ça n'est pas suffisant. Aucune politique d'intégration ne peut réussir s'il n'y a pas un socle culturel fort et solide. Et je pense de ce point de vue que le premier projet qu'il faut réaliser, c'est le projet de l'État-nation. Je pense qu'on ne peut pas bâtir l'intégration sous-régionale sur la base de ces États qui chancellent encore du point de vue sociologique et anthropologique. Je pense que, même si le problème se pose différemment, la diversité des peuples... déjà au niveau des États même, la diversité... il n'y a pas forcément d'entente. Non, la diversité des peuples. La diversité des peuples à l'intérieur de chaque territoire, l'intérieur de chaque pays, est déjà un problème à régler. Donc, il faut faire l'État-nation, il faut parvenir à faire une histoire commune, et ce n'est que sur la base de ces États-nations-là qu'on peut réussir l'intégration sous-régionale. En conséquence, je finis. En conséquence, je pense que l'enjeu n'est pas celui-ci. Ça n'est pas ça l'enjeu. Nos pays souffrent parce qu'il y a la malgouvernance. Nos pays souffrent parce qu'à la tête de nos États, il y a des gens qui ne sont pas aptes ni compétents à diriger et à réaliser les projets. Monsieur Moussa, Michael Moussa. Ouais, je vais me permettre de rebondir là-dessus. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'étais quelqu'un de simple et de pragmatique. Et de voir que c'est un philosophe qui me traite d'idéologue, ça me flatte un peu, mais ça me fait aussi sourire. La philosophie ne fait pas de l'idéologie, s'il vous plaît. Donc, ce que je veux dire... L'idéologie, c'est d'être partisan. Ce que je veux dire... Vous êtes trop partisan. Ce que je veux dire... Déjà, il se le fait... Je suis... Vous me laissez parler? Je me refais... Bien sûr. Monsieur, bien sûr. Il nous reste 3 minutes, laissez-le parler. Oui, bien sûr. Allez-y. J'essaie d'être pragmatique. Cette intégration des peuples, je suis désolé de vous le dire, mais nous sommes en Afrique centrale. Elle existe déjà si on le veut. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la décision est d'abord politique avant que d'être appliquée à la base. Si cette décision politique n'est pas faite, les peuples ne vont pas s'en approprier. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus culturelle. Il faut qu'elle soit culturelle, mais culturelle, elle l'est déjà. Non. Culturelle, elle l'est déjà. Nous confondons pas les traditions et la culture. Bon, ça, vous ne me laissez pas finir, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'y arriver. Aujourd'hui, vous avez de part et d'autre des frontières des peuples qui sont les mêmes. Nous sommes dans un bassin, le bassin du Congo-Ogooué, où tous les peuples sont cousins et liés. Vous avez des villes du Gabon, des villes du Congo, vous avez des fonds du Cameroun, des fonds du Gabon, des fonds de Guinée-Équatoriale, des fonds du Gabon. Les peuples sont liés. Cette intégration des peuples est facile à parvenir. Il faut arriver à une intégration économique. C'est ce dont on parle aujourd'hui, de grands ensembles économiques. Ce, par contre, que nous pouvons faire pour l'accélérer, c'est de créer des pôles de développement économique et d'expertise. Je vois mal qu'il y ait une raffinerie, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toute la sous-région, une raffinerie dans chaque pays. Nous pouvons imaginer... des gouvernements compétents peut y arriver? Ça, c'est des jugements de valeur. C'est pas un jugement de valeur. Vous
Vous voyez, c'est ça le problème que j'ai avec beaucoup de certains de nos cadres gabonais. Beaucoup de problèmes. Lequel? Parce que vous traitez aujourd'hui sur un plateau de télévision votre gouvernement d'incompétent. Mais il est incompétent. Je ne dirais pas comme l'autre. Alors je vais vous départager parce que l'émission malheureusement est à son terme. Vous voyez comment vous êtes. C'est ça votre terme. Et vous pouvez rien Monsieur, merci. Vous vous permettez de dire, on parle au nom du peuple, vous êtes incompétent. Vous n'êtes compétent. Il y a des gens que vous soutenez. Merci, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, monsieur Yéné Sono, s'il vous plaît, alors l'émission est terminée. Tous les gens que vous soutenez, ils en ont Monsieur l'ambassadeur et monsieur le professeur, l'émission est terminée. L'émission est terminée. Alors, on va remercier le professeur Venceslas Mabundou. Monsieur Yéné Sono, je peux conclure, s'il vous plaît. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette troisième partie, la fin de l'émission. On va remercier le professeur Venceslas Mabundou, politologue. Merci d'être venu, professeur. On va remercier M. Michael Moussa, ambassadeur du Gabon aux Nations Unies et aux États-Unis d'Amérique. Merci d'être venu, monsieur l'ambassadeur. Et enfin, on va remercier le docteur Auguste Eyene Sono. Bidocteur. Oui, bon, le docteur Auguste Eyene Sono, vous êtes donc enseignant et chercheur. On va rappeler, mesdames et messieurs, qu'il y aura un grand débat à 21h30 heure locale qui sera consacré au défi de l'emploi. Et en deuxième partie, il y aura donc deux candidats au scrutin présidentiel, M. Gérard Elan Guema et Abel Bombe Zondou. Et demain, jeudi, à partir de 18h GMT, donc 19h heure locale, on aura sur le plateau de Africa 24 en direct le candidat Ali Bongo Ondimba face aux journalistes de Africa 24. Bonne suite des programmes sur Africa 24.